quand on reçoit un coup de fil d'un réalisateur ou d'un producteur qui dit j'ai envie de travailler avec toi, et la projection quand on voit tout sur l'écran. Ça c'est le meilleur. Entre les deux, il y a des très bons moments et puis il y a des grosses galères. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la réalisation et qui peuvent être des très bons comédiens, des très bons producteurs, mais c'est pas parce qu'on est très bon dans un domaine qu'on sait faire un film. Puis moi, les artistes avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui me... Chaque fois que je découvre un truc, c'est comme un cadeau de Noël, quoi. Ah ouais, mais c'est génial d'avoir... Ça doit être hyper cool. C'est trop bien, c'est trop bien. Quand on sait dessiner, on peut faire plein de choses. Et donc, elle est dans l'anime, elle est dans le graphisme, elle est dans le cinéma. Et il faut vraiment faire attention à ce que les nouveaux étudiants qui veulent travailler dans l'animation sachent prendre un bic, un crayon, dessiner. S'il y a une panne de courant, il faut être capable quand même de répondre à un problème. J'ai cherché vraiment à développer autre chose aussi que l'ordinateur et que les écrans. Et j'ai vu, c'est assez incroyable. Et puis parfois, c'est des tableaux assez... grands, oui, même plus grand que le 4, je ne sais pas où est la caméra, mais très grand. Bonjour et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Alexandre de Broca. Alexandre est un artiste peintre qui s'est spécialisé dans la création de décors pour les films d'animation 3D. Artiste prolifique, il a travaillé sur de nombreux films que vous connaissez, comme Drôle de petite bête, Astérix et la potion magique, Le Petit Prince, et des classiques comme Lucky Luke, Les Schtroumpfs, et prochainement des films comme Wings of Freedom et La fille dans les nuages. Au cours de cette conversation, Alexandre va nous livrer sa passion pour la peinture et pour la création artistique autour d'un scénario. Sa passion pour le cinéma vient de sa famille puisque son père lui-même était réalisateur de films. J'ai eu en tout cas un immense plaisir à converser avec lui. J'espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci infiniment et bonne écoute à vous. Alexandre, bienvenue sur The Anima Show. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce que ça procure comme sentiment lorsqu'on voit à l'écran des décors qu'on a conceptualisés nous-mêmes ? Ah bah alors là, tu commences avec le truc, le meilleur moment. En fait, le meilleur moment dans un film, c'est quand on reçoit un coup de fil d'un réalisateur ou d'un producteur qui dit j'ai envie de travailler avec toi, et la projection quand on voit tout sur l'écran. C'est ces deux temps, quoi. Voilà, ça c'est le meilleur. Entre les deux... Il y a des très bons moments et puis il y a des grosses galères. Mais franchement, c'est vrai que quand ça aboutit au truc, et puis surtout quand c'est mieux que ce qu'on a imaginé, quand ça a été repris par des gens qui sont hyper talentueux, c'est vraiment très, très, très gratifiant. Ouais. Alors toi, tu as une particularité, c'est que tu es artiste complet, c'est-à-dire que tu as à la fois... développer un art dans la peinture, vraiment pictural, et t'en fais une activité assez... De plus en plus importante. De plus en plus importante, oui. Avec des expos, etc. Et tu travailles la nature à ciel ouvert, tu travailles... En plein air, exactement. J'ai ce besoin de foutre le camp de l'ordinateur. J'ai de plus en plus de mal à travailler devant un ordinateur. J'ai vraiment travaillé uniquement pour l'anime, évidemment, sur palette. Mais c'est vrai que physiquement, en prenant un petit peu de bouteille et tout ça, on commence à avoir mal au dos et tout ça. Et alors j'ai cherché 1000 méthodes pour travailler debout, assis, allongé, machin. Mais c'est vrai que j'ai cherché vraiment à développer autre chose aussi que l'ordinateur et que les écrans. Et j'ai vu, c'est assez incroyable. Et puis parfois, c'est des tableaux assez... grands, imposants, plus grand que le 4, je ne sais pas où est la caméra, mais très grand. Et puis tu travailles sur les thématiques. J'ai vu que tu avais fait aussi tout ce qui est l'opéra. Alors, la comédie française. La comédie française, pardon, excuse-moi. Je suis rentré dans les coulisses de la comédie française et j'ai toujours le badge d'ailleurs. Où j'ai accès aux coulisses et à toute la partie cachée du public, et je suis allé peindre sur le vif la peinture à l'huile, tout. J'ai tout fait vraiment. Enfin, j'ai essayé d'aller des souterrains jusqu'au grenier, et c'était une expérience à la fois artistique et humaine très très forte parce que j'ai rencontré des gens incroyables. Enfin, on est quand même dans le sein des saints du théâtre, et donc tous les gens qui travaillent là-bas sont des gens vraiment assez extraordinaires et très 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 motivé, très heureux de bosser dans le théâtre. Et puis, c'est surtout une fourmilière qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, voilà, j'ai fait ce travail. Et ça mais je le précise parce que là, on va parler d'animation. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même cette part qui est assez importante aussi chez toi, de plus en plus. De plus en plus, effectivement. Et à l'heure où tout se digitalise et tout, ça fait du bien aussi qu'il y ait des artistes qui soient attachés à de l'art alors pur. Voilà, c'est pas du tout ma partie, je dirais, pour gagner ma vie. C'est vraiment du plaisir avant tout. Après, j'essaie évidemment
de le développer financièrement, et l'animation étant vraiment une source de revenus qui me permet de vivre confortablement et de me permettre cet espace de liberté. Et je trouve que quand on fait des choses librement, on va dans des terrains qui sont, je trouve, toujours assez intéressants. Voilà, plutôt que quand c'est une commande ou des choses comme ça. Ouais, je comprends bien. Alors, tu as été concept artiste, directeur artistique, tu as eu des positions assez cruciales sur la genèse depuis un scénario ou une idée lancée, etc., vers visuellement à quoi va ressembler ce monde. C'est ça. Tu as travaillé sur plein d'œuvres, en fait. Il y a Le Petit Prince, il y a aussi des œuvres plus classiques comme Les Schtroumpfs, Lucky Luke, Astérix, tout à fait, la potion... le secret de la potion magique. Tout à fait, la fille dans les nuages, plus récemment. Après, j'ai fait des films qui sont des exemples à ne pas faire. Ouais. C'est toujours très intéressant, je trouve. Des très gros moyens, mais pas forcément bien réalisés. Et donc, j'en parle moins. Mais je trouve ça toujours intéressant. Et surtout, dans ce monde du making-of, ou les podcasts, je trouve que souvent, on parle de choses où ce sont des grands succès et tout ça, et on parle pas souvent des choses ratées, alors que, et sincèrement, en tant qu'artiste, moi, j'adore des anecdotes de choses ratées. Est-ce que tu peux nous en partager une? Bien sûr. C'est parti. Mais comment Lost in La Mancha, là, le tournage du film avec Rochefort, on peut faire Don Quichotte, voilà, le Don Quichotte de Terry Gilliam, qui a été une catastrophe et tout ça. Et il y a eu un documentaire sur le film catastrophe que j'ai trouvé vachement. Et effectivement, il y a plein de succès et j'ai vu que tu étais prolifique et très demandé en quelque sorte, parce qu'on sait, on peut te faire confiance pour développer tout ça à chaque fois. Et moi, j'ai vu moi-même des planches que tu avais réalisées pour des films à venir notamment, et je trouve ça extraordinaire, quoi. Donc, je suis très content de te recevoir pour cette raison-là aussi. Mais effectivement, tu as raison de dire, faut profiter des instants comme ça de conversation pour parler des choses où ça n'a pas fonctionné, et peut-être en tirer des leçons. Complètement. Alors, qu'est-ce que tu as comme anecdote, par exemple, à nous partager? Moi, je trouve que curieusement, plus il y a de l'argent sur un film, avec des grosses productions, plus il y a une espèce de pression de bien faire les choses et de lisser au final des intentions qui étaient très graphiques, avec vraiment au départ, prise de parti graphique et tout ça. Et puis, en fait, les diffuseurs, les producteurs, tout le monde a peur, puisqu'en fait, il faut absolument sortir le meilleur. Enfin, c'est pas une histoire de sortir le meilleur, mais il faut que ça plaise à tout le monde. Et en fait, en voulant plaire à tout le monde, faut pas faire de remous. Ce qui est extraordinaire avec Pixar, enfin tous ces grands films américains, c'est qu'ils arrivent à la fois à faire un énorme show, ça reste une œuvre, mais il faut énormément d'argent parce qu'il faut recommencer et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé sur le film vraiment Pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui était une suite de galères, de choses qui ont fini par faire un film qui était, dont moi je trouve vraiment pas réussi du tout, alors qu'au départ on avait eu les meilleurs talents, on avait des équipes extraordinaires, des concepts fous, du budget, et puis voilà, et puis ça s'est très mal goupillé par... C'est une gestion du projet aussi qui était... C'est une gestion du projet, et puis je pense qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui font de la réalisation et qui peuvent être des très bons comédiens, des très bons producteurs, mais c'est pas parce qu'on est très bon dans un domaine qu'on sait faire un film. Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment un aspect technique, il y a un aspect de savoir comment se fabrique un film d'animation qui demande un travail gigantesque, à la fois de connaître les processus et puis de savoir à quel moment agir pour passer d'une étape à l'autre. Et aujourd'hui, des gens qui ne connaissent rien à l'animation, qui veulent tout de suite voir l'image finale. Et donc on perd un temps fou à essayer de faire une image finale, et puis ça va pas, et puis on revient en arrière. Enfin bref, il y a une vraie technique, il y a un vrai métier, un savoir-faire. Pour lever des verrous étape par étape. Exactement. Et voilà. Non, mais c'est important de le dire. Effectivement, j'avais entendu parler de ces couacs de production sur cette œuvre-là. Il y en a quelques-uns, et puis avec beaucoup d'argent, c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant, quoi. Et puis des talents et tout ça, mais c'est... Tu peux nous expliquer un petit peu les casquettes qui diffèrent entre directeur artistique,
concept artiste décor, concept artiste plus sur les personnages, etc. Toi, je sais que tu étais plutôt directeur artistique ou concept artiste décor. C'est quoi la grosse différence entre les deux, par exemple ? Alors, un directeur artistique, il va prendre quelque chose de beaucoup plus large. Aux États-Unis, on appelle aussi production design. C'est vrai que chacun un petit peu. Design, De toute façon, c'est très compliqué de vraiment donner une définition d'un métier parce que c'est très poreux entre les cultures, entre les réalisateurs, entre les producteurs. Mais très grossièrement, un directeur artistique, lui, ou un production design, il va essayer de poser un style au film, un graphisme particulier, et il va être en charge d'une équipe, c'est-à-dire qu'il va devoir choisir des artistes. Rassembler des choses collectif. Et faire en sorte et toujours venir un petit peu réorienter les artistes pour qu'au final on ait une œuvre qui a un sens graphique. Et donc il s'agit de prendre des artistes très différents parce que chaque artiste, en tout cas quand je parle de dessin, a une force et va avoir sa personnalité, et il faut savoir lui faire exprimer les choses et en même temps après redigérer son travail pour que ça aille dans le sens de l'histoire. Donc un directeur artistique, il doit être à la fois diriger des artistes, écouter beaucoup le réalisateur, savoir ce que veut le réalisateur, ce qu'il a envie de transmettre comme émotion, comme intention, et puis retraduire tout ça et l'accompagner. En fait, c'est un accompagnant. Je pense que le directeur artistique, c'est surtout un accompagnant. Un concept artiste, c'est beaucoup plus un créateur, je pense. Le concept artiste, on lui dit, voilà, tu dois faire, là en ce moment, je dois faire une ferme. Bon. Et je cherche plein d'images, de trucs, je cherche des formes, je cherche des... Tu documentes dans un premier temps ? D'abord, tu documentes beaucoup, tu fais beaucoup de recherches photographiques, de peinture, de dessin, mood board. Voilà, chercher exploration. D'accord. Et puis, après, chacun sa méthode. Mais grosso modo, c'est ça. C'est vraiment le concept artiste, c'est celui qui va donner des intentions, et le directeur artistique, il va accompagner et il va chercher à créer une cohésion exactement. Sur le style, etc., tout en finalement accompagnant un collectif qui, eux, sont en train d'exécuter des graphismes. Quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et ça peut prendre longtemps, cette phase de recherche ? Oui. Alors, il y a d'abord une phase qu'on appelle 2D, pré-production, beaucoup de dessins. Moi, je suis très attaché, évidemment, le côté très manuel. Donc tu as ta tablette et puis là, tu Oui, alors écoute, maintenant même, je commence vraiment à redessiner vraiment sur papier. Et donc, je vais me replonger dans quelque chose de beaucoup plus manuel. Mais oui, Photoshop. Alors, il y en a qui font beaucoup de Blender, de 3D, aussi à ce stade-là pour mock-upper, c'est-à-dire faire des maquettes rapides en 3D. Du coup, le principe, c'est vraiment de te dire, cette phase de production des décors, elle peut prendre quoi ? Moi, je travaille 1 ou 2 mois dessus pour essayer de brosser l'ensemble d'un film. Et puis après, on passe assez rapidement à la phase donc justement de maqueter les choses un peu en 3D très sommairement. D'accord. Et puis... et cette phase-là, elle permet à quoi ? Ensuite, ceux qui sont là pour créer les props, etc., d'avoir des référentiels, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Alors, une chose importante, quand on fait, en tout cas dans le cinéma, mais dans la série aussi, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la toute première étape où on est vraiment, on va dire, il n'y a rien, en fait, on a juste une idée. Et là, c'est pour chercher des financements. D'accord. Donc souvent, il y a cette phase où on a un contrat de bible d'auteur, où on va créer un univers, des personnages. Et au bout de cette phase, donc qui dure en général 1 ou 2 mois, on fait un dossier de présentation, une superbe bibliographique, la plus cool et qui donne envie de voir le truc. Ouais. Et une fois que ce dossier existe, il y a cette phase inhérente, en ce cas en France, de chercher des financements. Dans les mains du producteur, quoi. Dans les mains du producteur. Et là, ça peut prendre 1 an, 3 ans. Et puis, on a un coup de fil au bout de 3-4 ans. On dit, ça y est, c'est bon. C'est green light. Voilà, on a le pognon. On lance le travail. Et là, c'est une autre phase. C'est-à-dire que souvent, entre les deux, il y a eu beaucoup de réadaptation du scénario, de réarrangement. Donc, il faut refaire les choses. Mais voilà. C'est arrivé qu'on te demandait à tout revoir graphiquement ? Moi, je dirais que je n'aime pas regarder mon travail, donc j'ai plutôt tendance, quand je reprends un travail sur lequel j'ai fait une bible, j'aime bien reprendre les choses aussi. D'accord. Parce que répéter les choses, c'est pas forcément intéressant. Donc là, quand je dois passer vraiment à la fabrication d'un film... Et puis j'aime bien travailler surtout avec une équipe, c'est-à-dire profiter du talent. Et puis moi, les artistes avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui me...
Chaque fois que je découvre un truc, c'est comme un cadeau de Noël, quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est génial d'avoir cette ça doit être hyper cool. C'est trop bien, c'est trop bien. Parce que c'est vraiment, comme tu dis, les surprises tous les jours. Mais oui, et alors le plus dur, c'est que moi, quand j'adore un truc, et je le montre après au réal, et puis il me dit, et qu'il faut le défendre ou qu'il faut... Et moi, alors à la limite, qu'il me dit un truc qu'il aime pas trop de mon travail, quelque part, ça me dérange moins. Mais quand j'adore le travail de quelqu'un d'autre... et que tu colportes son travail... c'est super ce qu'il a fait, au contraire. Mais bon, ouais. Ouais, il y a des choses qu'on met à la poubelle, en fait. Beaucoup, ah ouais. Alors, j'ai une méthode un peu particulière qui va pas dans le sens commun des concept artistes, c'est que j'aime pas offrir plein de voix possibles à un réalisateur ou un producteur, parce que plus tu lui donnes de la nourriture, plus en fait il va picorer partout, et après ça va le perdre. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire c'est cette voix-là, c'est un design que j'essaie de pousser, de vendre, mais pour à la fois, parce que j'en suis convaincu, et je suis sélectif, et j'ai envie d'aller droit au but. Mais je pense, enfin dans l'expérience que je vois, il y en a très peu qui travaillent comme ça. C'est-à-dire que la plupart proposent ils plusieurs font pistes, plein de pistes à l'américaine, c'est on va essayer ça. Après... Mais est-ce que ça veut dire que toi, quand même, dans ton processus, tu as identifié plusieurs pistes et tu fais toi-même le tri? Oui, moi je jette moi-même ce que je trouve pas bien. D'accord. Et tu viens avec la proposition auquel tu crois le plus, quoi. D'accord. Et tu essaies de la défendre. En fait, j'ai remarqué, si tu donnes 3 pistes, en fait, le réal, il va jamais choisir une piste, il va dire je vais prendre un peu de ça, un peu de ceci, et ça, c'est pas bon, c'est jamais très bon. Peut-être, mais moi, ça me perd, parce qu'après, j'ai l'impression d'être beaucoup moins fort dans l'intention. Dans l'intention, d'accord. Est-ce que tu as un souvenir de création, justement, depuis zéro, d'un décor ou d'une atmosphère, ou enfin d'une DA, quoi, auquel tu t'es surpris toi-même en disant en fait c'est incroyable, ça donne super bien à l'écran, quoi? Moi c'est super dans ma tête, en fait, donc c'est déjà super dans la tête, ça, non mais je sais pas dire. Tu as déjà le monde qui se crée dans ton esprit, et quand tu le vois à l'écran, t'es pas surpris, en fait, t'es plutôt après alors pas surpris, mais très content. Ce que je disais au début, c'est que je suis tellement il y a presque une fierté aussi de voir des petits croquis comme ça qui ont été faits peut-être avec assez rapidement, et puis on en crée un univers entier, on sent qu'il y a eu du travail derrière. J'avoue, c'est très agréable, quoi. Ça fait longtemps que tu dessines et que tu as envie de faire ce que tu fais? Oui, depuis tout petit. Depuis tout petit, oui. Je pense que c'est vraiment un rêve que j'ai accompli, en tout cas... De se dire faire travailler sur des dessins. Alors c'était des dessins animés. Parce que c'est vraiment c'est trop bien. C'était ça qui te motivait, quoi. Oui, à fond. Et ta première expérience dans l'animation, tu t'en souviens, c'était quoi? Alors c'était Skyland, c'était une série d'animation qui était produite par Onyx, Aton Soumache, qui a décidé donc de faire une série d'animation de 26 épisodes en motion capture, avec des matte painting. Donc c'était un mélange de 3D, de 2D, de matte et de motion capture. Donc ça, c'était pour moi la meilleure expérience humaine d'animation que j'ai vécue, parce qu'on était chez Attitude Studio, une énorme usine qui venait de se construire. C'est un vieux bâtiment, mais une nouvelle boîte. Et donc il y avait à la fois les comédiens qui jouaient, nous on designait, on faisait des maquettes. En plus, c'est un univers dément, qui est futuriste, où la Terre a explosé en 1000 morceaux, et puis c'est des morceaux de terre avec des constructions dessus. Moi, je faisais des vaisseaux en maquette, j'allais acheter des trucs dans des magasins pour créer des véhicules, beaucoup à partir de bateaux volants, de choses comme ça. Et c'était un univers visuel hyper fort. Et puis en même temps, on crée tout ça. Il y avait les comédiens, il y avait les 3Distes. Tout ça sous le même toit, donc une effervescence de dingue, quoi. Super, que je n'ai pas retrouvé, parce qu'après, c'était beaucoup plus linéaire dans la production. Et c'était une super expérience. C'est marrant, c'est un peu comme le mini Star Wars où tout le monde se retrouvait pour construire ensemble des maquettes et tout. Star Wars, c'était la référence. Star Wars, donc on était à fond là-dessus, mais tu as exactement dit la ref. Et donc, et tu penses que ça peut réexister? Il y avait Renaissance là, qui était à côté, où on travaillait ensemble. Il y avait Galactic Football. Il y avait plein de trucs. Donc il y avait une espèce de ruche de créatifs.
Tout le monde se parlait. Ouais, c'était vraiment une super... J'en garde un très très bon souvenir. Ouais. Et tu dis, ça n'a pas réexisté. Tu penses que ça pourrait réexister à nouveau ? Je sais pas, mais en tout cas, le principe vraiment d'un studio... intégré comme ça. Ouais, intégré où tout se fait en même temps, sur place, ça existe, mais oui. Moi je parle plutôt en Europe, quoi. C'est pas toujours simple d'en trouver, quoi. Oui, après, non, mais peut-être que... Hop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software, qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Les animateurs sont très vivants dans une équipe. Moi, je regrette beaucoup parce que souvent, je les vois plus, les animateurs. Je suis plus là. Une fois que tu as livré ton... Moi, j'ai déjà livré le truc et nous, on est plus, les dessinateurs, on est plus un peu autistes quand on travaille. On fait des images fixes et tout ça. Donc, plutôt en solo, souvent. Assez solo, voilà, assez seul. Et dès qu'il y a l'équipe anime sur Astérix, par exemple, là, par contre, j'étais là aussi pendant l'animation. Et c'est vrai que il y a un joyeux bordel, quoi. Enfin, c'est un peu des comédiens, les animateurs aussi. Donc, oui, parce qu'en plus, d'ailleurs, ils font des takes pour voir un peu les émotions qu'ils doivent dégager dans leurs animes. Ouais, et puis c'est des gens très vivants. Enfin, Tu viens d'une famille de cinéma, parce que ton père, Philippe de Broca, quand même, était un réalisateur de films. Il avait fait L'Homme de Rio, Le Bossu, Le Magnifique, énormément de films comme ça. Qui ont... 35 films, 35 films, ça t'a apporté quoi de particulier de vivre dans un univers cinéma comme ça auprès... C'est difficile de répondre à ça parce que c'est naturel. C'est infusé en fait chez toi, Ouais, complètement. Non, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement et professionnellement, c'est que dès l'âge de 14 ans, 15 ans, en fait, dès les grandes vacances, je partais avec mon père quand il y avait un tournage. Sur le tournage, quoi. Sur le tournage, et j'adorais, moi, les équipes déco. Ouais. Donc j'étais avec les décorateurs et j'ai beaucoup appris à bricoler, à construire avec 3 fois rien, des choses, des accessoires. J'ai commencé avec des petits accessoires comme ça. Parce qu'ils font un boulot remarquable, tous ces gens qui sont au décor, aux accessoires et tout. Ouais. Bah oui, et puis c'est, tu vois, là je vois des maquettes de trucs comme ça. Moi j'adorais ça. Ouais. Et en fait tu joues, c'est l'univers du trompe-l'œil. Et puis je viens d'une famille, effectivement... Enfin, mon père était cinéaste, mais mon grand-père était photographe, mon arrière-grand-père était peintre. Donc, on est vraiment dans une lignée de faiseurs d'images. Et mon père m'a très jeune m'a pas encouragé à être réalisateur, parce que je pense... Et il a eu raison, parce que je pense que le talent n'est pas forcément transmissible. Et il faut vraiment aller dans sa voie. Donc, moi, c'est vrai que j'ai dessiné, il m'a encouragé à continuer à peindre et à dessiner. Et j'ai fait une école qui s'appelle Penningen, qui est une école de dessin et qui est la dernière école qui forme vraiment au dessin académique. D'accord. Et à regarder, on fait, je sais plus, 35 heures de dessin par semaine. Ah oui. Donc tu apprends à connecter le cerveau à la main. Et en sachant ça, en fait, quand on sait dessiner, on peut faire plein de choses. Et donc aller dans l'anime, aller dans le graphisme, aller dans le cinéma. En fait, c'est une autre façon de s'exprimer. Et donc, voilà. Et qui sont tes aspirations dans la peinture ou dans les arts graphiques Oui, alors c'est une question, il fallait que je m'y prépare et je ne m'y suis pas préparé. Non, mais je sais pas, est-ce que ça va chercher vers du Jackson Pollock ou est-ce que c'est... qu'est-ce qui t'inspire, tu vois ? Qu'est-ce qui te... Alors, moi, j'ai un multi-univers, donc j'ai des inspirations qui partent dans tous les sens. C'est un grand n'importe quoi dans ma tête. Alors, le premier, c'est Edward Hopper. Ah oui, d'accord. Hopper, c'était un livre que ma mère m'a offert quand j'avais 10 ans, un truc comme ça, et ça m'a fasciné, cette façon d'arriver à exprimer une émotion avec simplement un coin de rue et une lumière. C'est une peinture qui m'a toujours ému et qui reste toujours très forte en moi, ancrée sur la solitude, sur des choses... La solitude dans la ville aussi. Dans la ville, voilà, l'homme, la femme face à son environnement. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc c'est vraiment lui le numéro 1. Et puis après, je pars dans Lucian Freud qui fait des nus, mais qu'il faut voir en vrai. Moi, je pleure devant des tableaux de Lucian Freud, qui est un grand peintre pour moi. Pollock, j'en ai rien à faire. Comme Lucian Freud, tu regardes des photos de Pollock, ça ne fait rien. Mais par contre, voir une peinture de Pollock... c'est étonnant, hein.
Il se passe quelque chose. Il se passe un truc. Et être devant des toiles de Rothko, en vrai, c'est vrai que ça ne peut pas se dire, ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se voir dans un livre, mais il faut le vivre. Ouais. Il faut le voir en vrai, exactement. C'est étonnant ça. Moi, quand je vivais à New York, j'allais souvent au Met ou au musée d'art moderne aussi. Certaines toiles, justement, de Jackson Pollock, je mentionne lui, mais il y en a d'autres, vraiment, elles me tenaient, je sais pas, pendant 30 minutes. T'as scotché. Ça me scotchait, quoi. Et d'ailleurs, je revenais un petit peu comme un drogué la voir. Et j'ai jamais expliqué pourquoi. Mais tant mieux. Mais en plus, il faut vraiment se laisser embarquer, quoi. Faut se laisser saisir. Moi, c'est par exemple les nymphéas de Monet. Alors, on dit Monet, on pense aux aimants sur ou les t-shirts. Non, mais franchement, les nymphéas de Monet à l'orangerie, mais c'est un truc. Au milieu de ces immenses, de ces dioramas justement immenses, on est plongé dans l'univers, dans la lumière, dans la couleur, dans la peinture. C'est à la limite de l'abstraction. C'est vraiment... Alors ça, c'est peut-être un des lieux les plus incroyables à vivre en peinture, en termes d'expérience. Mais ça me touche de parler de peinture dans ce podcast. C'est bien. Bah ouais, non, mais bravo. Mais ça me tient à cœur d'en parler parce que à l'heure où en plus on traverse un monde bouleversé avec l'IA, etc. Mais je trouve ça super important de recentrer un petit peu. C'est génial ce que tu dis parce que c'est vraiment, c'est tellement important. J'étais au Gobelin là, je donne des interventions au Gobelin de temps en temps de décors et de couleurs. Et j'ai une anecdote, en fait, il y a des étudiants là qui présentaient, il y avait un exercice pour faire un décor, il y avait une étudiante qui me présente son travail qu'elle devait faire sur un décor, et puis c'est magnifique. J'ai rien à dire, le décor est magnifique, c'est une cafetière qui fume, tout simple, le petit matin, à contre-jour, avec une tasse de café, une cafetière. Enfin, rien de dingue à raconter. Mais l'exécution top, quoi. Ouais. C'est extraordinaire, tout ça. Et moi, je lui dis juste, est-ce que tu pourrais un peu déplacer la tasse à gauche, là, parce qu'on est sur une tangente, il y a des règles de composition, voilà, des choses auxquelles je tiens. Et la fille, elle est japonaise, je crois, elle s'est mise à pleurer. Ah, ça va pas dans ta vie, enfin, voilà, arrêt sur image. Que se passe-t-il ? Et elle était prise de sanglots et tout ça, et puis elle me dit, mais je l'ai fait avec l'IA. Ah ouais, l'aveu en fait. À la fois. Et donc elle pouvait pas contrôler son image. Donc ce que je lui demandais, elle était esclave de son image. Elle était esclave, elle savait même pas faire, enfin visiblement une sélection pour déplacer le truc et remplir derrière. Enfin, ce qui est qu'on peut faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'atterre avec l'IA, c'est pas qu'on l'utilise et je l'utilise, mais c'est de pas savoir faire des choses sans l'IA. En fait, il faut absolument que on puisse dominer sa propre création et pas se faire embarquer par une technologie. C'est très dangereux de ne pas maîtriser ce qu'on fait. Je vois très bien son sujet. Et son sujet, voilà. Donc, et d'ailleurs, ça s'applique, ce raisonnement s'applique au visuel, tout comme tu deviens esclave. Hein. À plein de choses par rapport à l'IA. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on prend les bagnoles là, maintenant qui sont de plus en plus informatisées. Ouais. Quand tu as un problème, tu peux pas la réparer. Quoi. Autrefois, tu ouvrais le capot, tu changeais la durite. Ton carbu, ton machin. J'en suis incapable. mais moi, tu pouvais le faire. Là, maintenant, non, il faut appeler le concessionnaire expert qui va prendre déjà 1500 balles pour se déplacer, faire l'analyse du truc, alors qu'en fait, c'était juste un fil qui était débranché. Et c'est très juste. On devient esclave, vraiment. Ouais. Et il faut vraiment faire attention à ce que les nouveaux étudiants qui veulent travailler dans l'animation sachent prendre un bic, un crayon, dessiner. S'il y a une panne de courant, il faut être capable quand même de répondre à un problème. Non mais évidemment, quand on fait de la 3D, on peut pas... non mais je vois très bien l'idée, ouais. Et c'est marrant cette anecdote. En tout cas, elle est très révélatrice d'une jeunesse qui entre dans ce domaine-là et qui, comme tu dis, se retrouve dans des impasses au point où elle en a perdu ses moyens, en se disant mais en fait, je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Ça maîtrise. Oh. Et moi, j'adore l'IA parce que c'est un jeu. C'est-à-dire que tu lui donnes, c'est une machine qui digère, tu lui donnes un truc et puis elle va te surprendre à te donner quelque chose. Trop bien. Mais... après, s'il faut maîtriser le truc, moi j'en suis pas capable. Je suis peut-être, je me forme pas suffisamment parce que je suis sûr que maintenant il y a plein de gens qui le maîtrisent sur le. Et tant mieux. Et voilà, du moment où les gens maîtrisent leurs outils, tout va bien. Mais
Mais c'est pas le même outil que de prendre un stylo, un papier et dessiner, quoi. Voilà. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas du tout le même plaisir. J'en ai fait de l'IA. Je dois dire que quand tu génères automatiquement des images, tu en fais 50. Finalement, et au début, il y a la surprise et il y a une petite décharge de plaisir dans le cerveau. Mais à la fin de la journée, j'étais un peu déprimé. Alors que quand tu fais toi-même les choses, il y a une gratification. Tu sais que il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction du travail fait. Ouais. Le travail fait, ouais. Mais c'est important de le redire et encore de le redire. Et d'ailleurs, moi, j'ai le sentiment que ce sont les œuvres qui seront faites à la sueur du front et justement parce qu'elles auront été faites par des vrais artistes, etc., qui se distingueront, excusez-moi, à l'avenir. Et je l'espère, en tout cas, du fond du cœur. On a reçu, il n'y a pas si longtemps, Hugo Bienvenu, qui fait son premier long métrage Arco. Ouais. Et il a fait de l'animation pure, traditionnelle. Et je suis sûr que ça donnera quelque chose. Alors, évidemment. Moi, je ne suis pas artiste moi-même, mais je pense que ça bouleverse un petit peu cette communauté-là, quoi. Oui. C'est très excitant, c'est très stimulant. Là, j'ai travaillé sur un film, Wings of Freedom, qui est un film en production. Oui. De Goudiro. De Goudiro, exactement. C'est une belle production. Mais à la fin, on avait vraiment cramé pas mal de budget et tout ça. Et puis, il fallait que je rende, moi, toutes les images en couleur. Parce qu'on avait fait beaucoup de noir et blanc. En fait, j'étais passé par cette phase de noir et blanc. Et à la fin, on avait un artiste qui a tout mis en couleur magnifiquement. Mais il fallait accélérer, quoi. Et là, on a utilisé des moteurs d'IA qui ont permis de tout passer en couleur et de le rendre presque en 3D. Enfin, une notion d'effet de 3D. Ça fonctionne terriblement bien. Donc, vous avez gagné du temps sur ça. On a gagné beaucoup de temps. Mais il a fallu quand même que tu conçois, toi, les mondes, etc. C'était contrôlé. Là, c'est l'IA contrôlée qui permet vraiment d'offrir une rapidité d'exécution et une finition et c'est très léché, quoi. C'est propre. Chose qui prend des mois à faire quand tu le fais traditionnellement. Donc moi, je me cache pas que je l'ai. Mais si le réalisateur me dit « Ah non, mais là, il faudrait refroidir telle partie, il faudrait changer ça », on sait le faire. Oui, là, vous avez le savoir-faire, quoi. Voilà, on reprend les trucs en main et puis on découpe, on reconstruit le truc. On verra dans 50 ans. Quand tu rentres sur des productions, pour bien comprendre, donc tu es sur des missions qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, c'est ça. Et à chaque fois, tu passes d'une pré-production à une production jusqu'à un moment où un film rentre en production et là, tu reviens... Et là, on reste assez longtemps. Sur un film, on reste entre 1, 2, 3 ans. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Avec des grandes phases pré-production, parce qu'il y a toute l'animatique 3D. Qu'on filme tout à fait. Ouais. Enfin, tu as le storyboard, tu as la phase storyboard, puis l'animatique 3D, puis la fabrication définitive des choses. Et donc, toutes ces étapes, en fait, sont des étapes à peu près, je dirais, de 6 mois à chaque fois. Enfin, pour le storyboard, ça prend plus longtemps. Mais toutes ces étapes se mélangent parce qu'on recommence. Donc, c'est assez variable, mais... Et tu peux jongler entre différentes productions, ça arrive, ou souvent tu es dédié à une seule production? Non, alors j'évite quand même, parce qu'il y a une concentration, il y a du travail... puis j'ai pas l'opportunité. Enfin, je pense que surtout on m'a pas proposé. Il n'y a pas tant de. Ce qui est compliqué, c'est de démarrer. Ça m'arrive de démarrer parfois 2 productions, 2 conceptions en même temps, de travailler sur deux choses. Et là, c'est beaucoup d'énergie à fournir. Ouais. En fait, tu partages ta vie, ce qu'on se disait tout à l'heure un petit peu hors micro, entre Paris où tu participes à des productions de films d'animation, etc. Et puis le Morvan où tu pars plutôt là-bas pour soit te reposer, mais aussi faire de la peinture. Ouais. Cet équilibre-là, il est venu tardivement ou c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure? Alors, il est venu suite aux attentats. Ah ouais. Les attentats de Charlie Hebdo. Moi, ça m'a vachement affecté dans le sens où je me suis senti en danger. Ouais. À Paris, j'ai trouvé ça anxiogène. Et là, j'ai dit à ma femme, faut qu'on se trouve un autre endroit, quoi, où il y aura tranquille, quoi. Ouais. Et donc, on a trouvé une magnifique, un lieu qui permet de vivre différemment, assez sobrement, et aussi travailler. Ouais. Donc effectivement, c'est un lieu qui était un ancien théâtre et que j'ai transformé en atelier. Et qui est absolument, vraiment très grand.
et qui est un terrain de jeu, d'exploration graphique super. Tu as fait le choix de couper ta vie professionnelle aussi avec un lieu pour respirer. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui aujourd'hui décrit bien un peu les temps qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire toujours une poursuite en avant, etc. Notamment quand on vit à Paris, ça ne s'arrête jamais. Il y a beaucoup de très talentueux concept artistes dont je ne fais pas partie, qui sont partis, mais qui sont beaucoup travaillés chez Pixar, Disney, et là il y a vraiment un mouvement. Il y a DreamWorks, ce sont des gens qui travaillent de chez eux, quoi. Ouais. Donc tu en as plein qui se sont mis à la campagne, au vert, qui n'ont pas besoin de vivre dans Paris. Et qui travaillent à distance, et ça leur permet ça, quoi. Voilà, exactement. Et c'est un choix de vie, mais c'est un choix de vie. Alors moi, je pourrais pas faire ça parce que j'aime vraiment la stimulation parisienne. J'ai besoin de la culture de Paris. J'ai besoin des copains et de la famille. Ouais. Et je pourrais pas vivre uniquement avec des poules et des canards toute la journée. Je pense qu'au bout d'un moment, même si on est connecté et tout, j'adore Paris. Puis Paris, c'est trop cool, quoi. Paris, c'est super cool. Alexandre, merci infiniment d'être venu sur le podcast. C'est déjà fini. Bah ouais, c'est déjà fini. Ça va trop vite. Je te remercie parce que c'est important de mettre en avant justement tous ces artistes hyper talentueux et dont tu fais partie, qui travaillent sur ces films d'animation qui sont des régals à chaque fois. Mais il y a cette part vraiment cruciale d'apport de l'univers, de création, et je te remercie pour tout ça. Et moi, je te remercie de cette curiosité et de ce podcast, parce que grâce à toi, j'ai découvert ça. Et quand on travaille dans ce métier, je trouve ça tellement cool d'entendre les gens parler de leur métier. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'entendre des gens parler de leur métier. C'est vrai. Et voilà, je trouve ça courageux parce que ça demande beaucoup d'efforts aussi. Ouais. Merci, c'est gentil. Mais ouais, et beaucoup d'animateurs quand on dessine, on écoute. Ouais, on adore. C'est un format qui va bien alors. On regarde moins peut-être la caméra, mais ouais, on écoute ça. Merci beaucoup.